l'insuffisance vertébro-basilaire. Il n'y a pas de prérequis pour suivre cette capsule. Vous pourrez la mettre en lien avec les examens spécifiques que vous pouvez lire ci-dessous. L'objectif sera de maîtriser les connaissances relatives à cette insuffisance vertébro-basilaire et aussi la sémiologie correspondante pour l'utiliser pour votre diagnostic d'opportunité. L'insuffisance vertébro-basilaire est due à la compression de l'artère vertébrale par les ostéophytes de l'onchodyscarthrose. Elle peut se manifester de deux façons, la forme chronique, symptomatique, ou la forme aiguë neurologique. Alors, la cervicarthrose ne constitue le plus souvent qu'un facteur surajouté à d'autres lésions artérielles athéromateuses et n'est en fait impliquée que dans une minorité de cas d'insuffisance vertébro-basilaire. Dans la forme chronique symptomatique, en fait, l'existence réelle de ce syndrome est remise en cause. Le patient présente des signes fonctionnels, des céphalées, des douleurs frontales, suborbitaires, des sensations vertigineuses, des acouphènes, des troubles visuels comme des mouches volantes, ça peut être d'intensité modérée, mais c'est pénible par la chronicité. Alors, il existe souvent une discordance entre la richesse de ces signes et la pauvreté des signes objectifs. Des troubles persistent en général quelques mois ou années, mais peuvent disparaître spontanément. Pour la forme aiguë neurologique, il faut savoir que c'est beaucoup plus rare et le plus souvent d'origine athéromateuse. Donc cette atteinte peut être responsable à la fois d'accidents transitoires, mais aussi d'accidents durables. Alors, les accidents durables, ça va être le syndrome alterne du tronc cérébral de type Wallenberg. Pour les accidents transitoires, on va avoir un syndrome vestibulaire, on peut avoir des accidents moteurs transitoires de type drop attack ou des manifestations oculaires de type hémianopsie. Le drop attack, pour mémoire, c'est une chute brutale à terre, sans perte de conscience, qui est associée à une sensation de dérobement des membres inférieurs. Et c'est considéré comme essentiellement lié à une insuffisance vertébro-basilaire. Dans les accidents durables, le syndrome alterne du tronc cérébral de type Wallenberg va se décrire sous forme de déficit au nombre de 6, et dont 3 sont liés au nerf crânien. Alors, pour information, la clinique du syndrome de Wallenberg, c'est une atteinte hémorragique ou ischémique du territoire qui est vascularisée par l'artère cérébelleuse postéro-inférieure. Donc, une lésion ischémique des territoires de cette artère aura pour conséquence 6 déficits, dont 3 sont liés au nerf crânien. Donc, on va avoir une difficulté à avaler de la nourriture, une dysphagie, on va avoir un enrouement, une dysphonie, et tout ça c'est dû à la lésion du noyau ambigu et à la disparition du réflexe pharyngien. Donc, les voies motrices pharyngiennes passent par le noyau ambigu. On pourra avoir aussi des vertiges et un nystagmus qui est lié à la lésion des noyaux vestibulaires. On pourra avoir une perte ou une diminution de la sensation, une anesthésie de la face du côté ipsilatéral, du même côté de la lésion, à cause de la destruction du noyau trigéminal spinal et de son tractus. On pourra avoir une absence ou une diminution de la sensation de douleur et de température du tronc et des membres du côté contralatéral, du côté opposé, donc à la lésion. Ceci dû à la destruction des fibres du système antérolatéral. On pourra aussi avoir une ataxie des membres ipsilatérales, donc du même côté de la lésion, due à la lésion du pédoncule cérébelleux inférieur. Ensuite, on pourra avoir un syndrome de Claude-Bernard-Horner, c'est-à-dire une constriction des pupilles, pseudoptosis, à cause de la faiblesse du muscle tarsal aussi, et une rougeur du visage, qui est liée à une vasodilatation à cause de l'absence de l'activité vasoconstrictrice du sympathique. Et on pourra aussi avoir donc une diminution de la transpiration.